J'appelle tout d'abord M. Michel Bourban, qui a réalisé une thèse de philosophie sous la direction de la professeure Simone Soubourren chez nous, mais en co-tutelle entre l'Université de Lausanne et l'Université Paris-Sorbonne, portant sur le problème brûlant de la justice climatique. La justesse n'est pas sans rapport non plus, mais bon. Thèse qui a été primée par un prix de faculté. M. Bourban est actuellement collaborateur scientifique à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne. Je lui donne la parole. Merci. Merci, Monsieur le doyen. Merci, Madame la vice-doyenne, pour votre invitation. Avant tout, félicitations à toutes et à tous pour vos parcours respectifs et pour vos diplômes. Alors, le changement climatique est une thématique qui est la plupart du temps considérée comme un problème scientifique, économique ou encore politique. Et je voudrais brièvement vous expliquer ce soir pourquoi il s'agit également d'un problème qui est un problème philosophique. La justice climatique est un champ de recherche jeune, mais en pleine expansion, qui est encore relativement méconnu dans le monde académique francophone. Ce champ vise non seulement à détecter les injustices soulevées par le changement climatique, mais également à proposer des réformes institutionnelles en vue de lutter contre ces injustices. Il s'agit de formuler des devoirs de justice climatique auxquels les pays et les individus sont soumis, et aussi d'expliquer comment réaliser ces devoirs de justice sous forme de politique climatique. Alors, on insiste beaucoup dans les médias, en Suisse comme ailleurs, sur les incertitudes liées au changement climatique. Bien qu'il demeure certes encore beaucoup d'incertitudes, les scientifiques ont réussi à se mettre d'accord sur un bon nombre d'affirmations. Et parmi ces 3 affirmations, nous trouvons les suivantes, qui sont cruciales pour comprendre le problème. Premièrement, les températures mondiales augmentent et toujours plus rapidement. C'est ce que le schéma derrière moi montre. Il s'agit de l'augmentation des températures mondiales entre 1901 et 2012. Deuxièmement, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont la cause principale de ce réchauffement. Et troisièmement, les conséquences de ce réchauffement sont majoritairement néfastes pour les êtres humains, particulièrement pour les pauvres du monde et les générations futures. Alors, quels sont les pays les plus responsables de la lutte contre le changement climatique ? En vérité, le changement climatique est un phénomène extrêmement inégalitaire. Les populations les plus vulnérables au changement climatique sont celles qui ont le moins contribué. Tous les humains ne sont pas égaux devant le changement climatique, ils ne sont ni également responsables, ni également vulnérables. La première carte, à votre gauche, illustre les émissions de gaz à effet de serre cumulées depuis la révolution industrielle. Donc les pays développés arrivent clairement en tête avec les États-Unis, suivis par l'Europe, suivis par des pays émergents comme la Chine. La seconde carte, à droite, illustre les pays vulnérables aux effets du changement climatique, comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. Ce sont clairement les pays pauvres qui sont dans le rouge, notamment en Afrique, et également les petits États insulaires. Alors, un des rôles de la philosophie dans ces données scientifiques est d'expliquer en quoi ces inégalités sont injustes. Il s'agit d'expliquer en quoi le changement climatique cause des injustices globales. Pour passer du constat de ce qui est à l'évaluation de ce qui doit être, de ce qui est juste ou injuste, il ne suffit pas de s'en tenir aux données statistiques. Il faut également mobiliser une approche philosophique. Et une approche particulièrement pertinente dans ce cas est l'approche qui se focalise sur les droits humains menacés par le changement climatique. Le changement climatique met en danger le droit à la vie, à la santé et à la subsistance des personnes vulnérables aux vagues de chaleur, à la réduction de la production alimentaire et aux sécheresses. Pour parvenir à protéger ces droits humains, 3 principaux devoirs de justice climatique reviennent aux pays développés et émergents. Premièrement, réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre en vue de limiter les injustices. Deuxièmement, aider les pays vulnérables à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique. Et enfin, troisièmement, réparer les dommages qui résultent du changement climatique lorsque la réduction et l'adaptation n'ont pas suffi. Alors, les droits humains sont régulièrement mobilisés dans l'arène des négociations climatiques. Vous le savez peut-être, c'est aujourd'hui l'avant-dernier jour de la COP23, le 23e sommet international de l'ONU sur le climat, qui est organisé à Bonn, en Allemagne, par les îles Fidji. La République des Fidji se trouve dans l'océan Pacifique Sud. Elle fait partie des petits États insulaires qui sont menacés de disparition en raison de l'augmentation du niveau des océans causée par le changement climatique. Elle se trouve dans l'ensemble des petites îles qui sont dans le rouge, juste à droite de l'Australie. Des concepts philosophiques ne cessent
d'être utilisé dans les débats politiques et les documents juridiques qui en résultent. L'accord de Paris, obtenu en 2015 lors de la fameuse COP21, mentionne notamment la justice climatique, l'équité entre les générations, les droits de l'homme et les responsabilités communes mais différenciées. Le rôle du philosophe est à mon sens double ici. D'une part, il s'agit d'injecter de la clarté conceptuelle dans ces expressions qui sont couramment utilisées dans les débats scientifiques, politiques et économiques. Mais il ne suffit pas de s'en tenir là. D'autre part, à mon sens, le rôle du philosophe est également de participer à l'effort international et interdisciplinaire de lutte contre le changement climatique en formulant des réformes institutionnelles à la fois justes et politiquement faisables. Le dessin humoristique projeté ici illustre la lenteur qui caractérise les négociations climatiques. Un objectif crucial est de montrer comment rendre la lutte internationale contre le changement climatique plus équitable et d'éviter les injustices climatiques irréversibles comme la disparition des petits États insulaires, comme par exemple les îles Fidji. Alors vous l'aurez compris, le type de philosophie que je pratique est résolument appliqué. Il s'agit de philosopher à partir des données empiriques, des sciences du climat et des sciences sociales et politiques. Alors j'ai développé ces réflexions dans ma thèse et dans le livre qui s'en inspire, qui est à paraître aux presses universitaires de France début 2018. Et pour terminer, je voudrais faire allusion à un autre type de démarche philosophique que je pratique dans le cadre de mes recherches actuelles. Il s'agit de l'éthique appliquée. L'éthique s'intéresse au comportement individuel et à la motivation des agents moraux. Que peut-on faire en tant qu'individu pour participer à la lutte contre le changement climatique? Comment réduire mes émissions de gaz à effet de serre? Le dernier graphique que vous voyez derrière moi donne certains éléments de réponse à ces questions compliquées. Les stratégies communément mises en avant par les gouvernements, comme le recyclage, l'achat de voitures hybrides, l'utilisation d'ampoules moins consommatrices d'énergie, sont certes louables, et je vous encourage à les pratiquer. Elles ont cependant un très faible impact sur vos émissions de gaz à effet de serre. Elles entrent dans l'ensemble des actions à faible impact ou à impact moyen qui se trouvent sur votre gauche. Les actions à fort impact, qui se trouvent à droite, sont souvent passées sous silence. Adopter un régime alimentaire sans produits animaux, être végétarien ou mieux vegan. Privilégier les transports publics plutôt que la voiture, même si elle est hybride ou électrique. Demander à son fournisseur d'électricité de l'énergie 100% renouvelable. En Suisse, c'est très facile et c'est très peu coûteux. Éviter dès que possible de prendre l'avion, notamment pour se déplacer dans les pays accessibles en train. Et enfin, l'action qui a le plus grand impact, mais qui est bien sûr la plus controversée, choisir d'avoir moins d'enfants. À nouveau, ces données statistiques brutes ne prescrivent absolument rien en elles-mêmes. Il convient de les encadrer avec une approche éthique pour justifier les actions qu'elles prescrivent. Par exemple, il est possible de justifier l'adoption d'un régime alimentaire végétarien ou vegan en recourant à l'éthique animale et à l'éthique climatique. Arrêter de manger des produits d'origine animale permet de réduire sa contribution individuelle à la fois aux émissions de gaz à effet de serre et à la souffrance animale. Il est également possible, mais plus difficile, de justifier le choix d'avoir moins d'enfants. Il ne s'agit évidemment pas de dire qu'il ne faut plus faire d'enfants, et je suis tout à fait conscient qu'il y a beaucoup de parents dans la salle ce soir, je vous ai entendu, mais de développer une éthique pour une famille peu nombreuse. Et cette éthique pour une famille peu nombreuse s'inscrit dans notre contexte très particulier de surpopulation mondiale. Alors l'éthique sert notamment à étudier de manière critique nos projets de vie et à les ajuster s'ils contribuent à des injustices. Elle remet en question les comportements et les habitudes que l'on prend comme allant de soi. Donc je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous tout bon pour vos projets de vie respectifs. Merci.